Bonjour à tous et merci de participer au webinaire aujourd'hui. C'est le 12e webinaire que Pallium organise sur des sujets pertinents pour les équipes de soins de santé qui dirigent activement la réponse à COVID et c'est notre premier webinaire en français. Ces webinaires sont rendus possibles grâce à la contribution inconditionnelle de Boehringer Ingelheim et de son initiative Bridging Hope. Le webinaire d'aujourd'hui est intitulé « Approche palliative et personnes âgées en milieu hospitalier dans le contexte de la COVID ». Comme pour les webinaires précédents, nous avons réuni un groupe d'experts à travers la province de Québec et chacun d'entre eux nous fera découvrir une série de diapositives et contribuera au dialogue tout au long de ce webinaire. Prochaine diapo. En ce qui concerne le fonctionnement, vos microphones ont été mis en sourdine, mais cela ne signifie pas que nous ne voulons pas vous entendre. Nous aimerions connaître votre avis et vos questions tout au long du webinaire. Vous pouvez vous exprimer en utilisant la fonction Q et R au bas de votre écran. Ce faisant, vous contribuez à la collecte des connaissances qui seront produites au cours des 60 prochaines minutes. Nous vous en remercions donc à l'avance. Et nous collecterons et rassemblerons toutes ces données pour référence future et cette session est enregistrée. Prochaine diapo. Alors, je suis votre hôte pour le webinaire d'aujourd'hui. Je m'appelle Jeff Mote et je suis le PDG de Pallium Canada. Notre modérateur aujourd'hui est le Dr Bernard Lapointe. Dr Lapointe, je vous passe la parole pour vous présenter et présenter nos panélistes. Merci, Jeff. Vous m'entendez, ça va? Merci, Jeff. Bienvenue tout le monde et bienvenue à ce webinaire tout spécial avec un sujet très brûlant puisque cette pandémie, personne ne la voyait venir et finalement, elle s'est avérée un révélateur de notre compréhension et de notre pratique des soins palliatifs, particulièrement auprès des personnes très âgées. Et pour moi, ce qui a vécu la pandémie du sida il y a plus de 30 ans, de revivre une nouvelle pandémie, je vois beaucoup de parallèles entre les deux expériences, c'est-à-dire que celle du sida nous a révélé puis nous a forcé à ouvrir le cadre des soins palliatifs au-delà de l'oncologie. Et là, cette fois-ci, la pandémie du COVID-19 nous force à traiter mieux et à comprendre mieux la réalité des personnes très fragiles, des personnes fragilisées. On l'a vu particulièrement au Québec dans les CHSLD, dans les ressources intermédiaires. Et j'ai le plaisir cet après-midi de vous présenter deux collègues que j'estime beaucoup et qui ont préparé une présentation que j'espère que vous apprécierez. Alors, le premier intervenant est le docteur Philippe Michel, qui est un médecin en soins palliatifs à l'Hôpital général juif de Montréal. Alors, le docteur Michel a suivi un parcours très atypique avec 7 années de médecine familiale, 7 années de médecine d'urgence, 3 années de médecine gériatrique et plus de 8 ans de soins palliatifs en France. Il est venu au Québec il y a plus de 5 ans à l'hôpital Hôtel-Dieu de Sorel, où il a été en hospitalisation, en soins intensifs, en soins à domicile et soins palliatifs en CHSLD, ce qui lui donne une bonne base et qui lui a permis de bien approcher les défis de la COVID. Il travaille maintenant à temps plein depuis 3 ans à l'Hôpital général juif. Par ailleurs, je dois mentionner que le Dr Michel a effectué plusieurs missions courtes et longues en Afrique pour Médecins sans frontières. Notre deuxième intervenante cet après-midi, conférencière, est Marie-Laurence Fortin, qui est une infirmière qui est diplômée de l'Université de Montréal, où elle a complété une maîtrise en sciences infirmières. Elle est un cadre conseillère en soins palliatifs au CIUS centre-ouest de l'île de Montréal. Elle s'est beaucoup intéressée pendant sa formation de maîtrise et la rédaction de son mémoire à l'expérience des infirmières qui prennent soin de personnes en fin de vie sur des unités de soins curatifs. Elle a travaillé pendant 5 ans comme infirmière soignante en soins palliatifs
et depuis 10 ans comme infirmière clinicienne spécialisée en soins palliatifs à l'hôpital général juif. Elle a participé au développement de nombreuses formations et de cours spécialisés en soins palliatifs pour les infirmières des différents départements de l'hôpital, mais aussi dans des secteurs variés, tant en milieu de soins de longue durée qu'en centre hospitalier, afin d'améliorer l'accès et l'offre de services en soins palliatifs pour tous les patients. Les deux présentateurs aujourd'hui ont une expérience de premier plan dans le soin et l'accompagnement des personnes âgées atteintes de COVID. Et sans plus tarder, je vais vous présenter, je vais demander au Dr Philippe Michel d'amorcer sa présentation. Alors, comme déclaration du conflit d'intérêts, Pallium est une organisation nationale à but non lucratif fondée en 2000, basée ici à Ottawa et financée en partie par Santé Canada. Pallium permet aux organisations de soins de santé, aux professionnels de la santé et aux membres de la communauté d'acquérir les compétences et les outils nécessaires pour offrir de meilleurs soins palliatifs plus rapidement, plus efficacement et avec plus de compassion à tous les Canadiens. En ce qui concerne les conflits d'intérêts, je suis un employé de Pallium Canada et aucun des présentateurs n'a de conflit à déclarer. Alors, Dr Lapointe, notre modérateur, prendra la relève à partir de maintenant. D'accord. Écoutez, je pense qu'on vous a parlé de... Vous pouvez poser des questions. On préfère que vous les posiez, pas sur le chat, mais que vous les posiez. Et nous, on va ou bien répondre à certaines questions pendant la présentation, mais on s'efforcera de répondre aux questions en fin de présentation. Alors, Dr Michel, on y va. Ok, bon je vais commencer. Je suis très ravi de faire cette présentation pour Pallium. Donc, malheureusement, la pandémie a touché de nombreuses personnes, mais les plus touchées sont les personnes âgées. Et donc, au Canada, à la fin du mois de mai, les plus de 80 ans représentent un peu moins de 20% des cas de Covid recensés. Et au Québec, la barre des 20% est dépassée. Et puis pour la tranche d'âge de 60 à 79 ans, le Québec atteint près de 17%. En fait, nos aînés sont plus touchés que les jeunes adultes parce qu'ils sont fragiles. Effectivement, le concept de fragilité a été élaboré par les gériatres comme un moyen de mieux comprendre les besoins de santé des personnes âgées afin de proposer les interventions potentiellement adéquates. La fragilité peut se définir comme un syndrome résultant d'une réduction multisystémique des réserves fonctionnelles, limitant les capacités de l'organisme à répondre à un stress, même mineur. En résumé, la fragilité serait l'impossibilité de coordonner des réponses adéquates face aux agressions. Et selon Bouchon, les personnes âgées meurent ou risquent de mourir parce qu'un ou plusieurs organes sont défaillants. L'évaluation de cette fragilité a été donc proposée par le gériatre Jean-Pierre Bouchon par la règle du 1+2+3. Vous voyez sur ce graphique, en fait, le facteur 1, c'est le vieillissement physiologique des organes, qui est variable d'une personne à une autre à l'âge chronologique identique, qui diminue les capacités de faire face à un effort habituel. Et malheureusement, il y a peu de moyens d'éviter le vieillissement, à part l'activité physique qui est susceptible de ralentir l'involution du cœur, des muscles et des os. Ça, c'était pour le facteur 1. Le facteur 2, toujours sur le graphique, ce sont en fait les pathologies chroniques. Par exemple, l'insuffisance respiratoire, l'insuffisance cardiaque, le diabète, l'obésité, l'hypertension artérielle. Toutes ces pathologies chroniques, malheureusement, aggravent le vieillissement naturel d'une personne. Et puis, vous avez le facteur 3, qui sont les facteurs de décompensation. Il s'agit en fait d'efforts supplémentaires demandés à l'organisme suite à un événement intercurrent. Exemple, un trouble du rythme cardiaque, une déshydratation, une infection, une anémie, une iatrogénie. Outre la fragilité de nos aînés, la pandémie
avec la pandémie, personne n'avait été vraiment préparé face à un afflux massif de patients provenant des centres hospitaliers de soins de longue durée, des résidences pour personnes âgées et des ressources intermédiaires. En plus, ces personnes âgées étaient en perte d'autonomie physique et cognitive. Face à cette situation exceptionnelle, les soignants ont dû s'adapter parce que plus formés aux soins actifs et curatifs, et Marie-Laurence vous fera d'ailleurs part de son expérience un petit peu plus tard sur un cas clinique, et puisque nous avons travaillé en binôme sur un étage Covid ensemble dans le courant de la semaine dernière. Il y a d'autres défis aussi face à cette pandémie. Vu la contagiosité très importante, nous avons tous été confrontés à une chose quand même assez horrible, les visites des familles qui étaient interdites dans de nombreux milieux de soins, et y compris à l'hôpital. Un autre défi, c'est le niveau de soins d'intervention pour la réanimation. Ces niveaux de soins n'ayant pas souvent été discutés préalablement ou qui demeurent ambigus. Je vais revenir sur le niveau de soins d'intervention pour la réanimation. Nous avons, pour faire court, 4 niveaux de soins d'intervention. Le niveau 1 ou A, qui est massage avec intubation orotrachéale. Le niveau 2 ou B, qui est massage avec ventilation non invasive, ou bien pas de massage et ventilation non invasive. Puis vous avez les niveaux de soins C, 3 ou bien D ou 4. Et ces 3 niveaux d'intervention, en fait, il n'y a aucune réanimation cardio-respiratoire. Le niveau de soins 3 ou C correspond en fait essentiellement à traiter les conditions réversibles, et le niveau de soins 4 ou D correspond plus à des soins de confort. Je vais maintenant vous présenter justement un cas clinique dans lequel nous avons été confrontés, Marie-Laurence et moi. C'est un monsieur de 90 ans qui a été admis à l'hôpital dans un étage Covid au cinquième jour après le début d'apparition de ses symptômes pour dyspnée et fièvre. Il avait une fièvre à 38, il avait une pression artérielle à 106/58 et il était effectivement dyspnéique avec une saturation sous 2-3 litres d'oxygène initialement à 90-91%. Comme comorbidité, ce patient avait une démence mixte, une fibrillation auriculaire, des reflux gastro-œsophagiens, des antécédents d'ulcères gastro-duodénal et un cancer de vessie. La radiographie que vous voyez et sa radiographie montre effectivement des opacités bilatérales compatibles avec la Covid, mais on peut se poser aussi la question d'une surinfection bactérienne en plus de la pneumopathie virale. Je vais vous mettre maintenant une radiographie vraiment typique de la Covid-19 où l'on voit ici des opacités bilatérales multiples, on dirait vraiment comme un lâcher de ballon au niveau des deux zones pulmonaires. Ça, c'est vraiment quasiment pathognomonique de la Covid-19. Concernant les examens complémentaires, nous avons chez ce patient réalisé une prise de sang qui montre des globules blancs à 8,2 avec une lymphopénie à 0,7, une CRP à 188, des dédimères à 477, des LDH à 385, interleukine 6 à 116 et une procalcitonine à 0,35. Rapidement, le patient s'est un peu quand même dégradé avec une saturation à 91% avec un masque à haute concentration à 15 litres par minute. Je vais revenir sur les facteurs de risque qui permettent de développer un syndrome de détresse respiratoire
et donc de mettre en jeu le pronostic vital dans le cadre de la Covid-19. Il y a d'abord l'âge, la forte fièvre qui est supérieure à 39, les comorbidités, la neutrophilie, la lymphocytopénie, les élévations des lactates déshydrogénases qui sont témoins d'un dommage tissulaire de l'organisme, élévation des aspartates aminotransférases, élévation des marqueurs de l'inflammation tels que la CRP et la ferritine, élévation aussi des facteurs de la coagulation tels que les dédimères. Donc ça, c'était pour un petit rappel sur les facteurs de risque de développer un syndrome de détresse respiratoire au niveau de la Covid. Chez ce patient, il a eu donc un traitement classique par antibiotique avec une suspicion d'une pneumopathie bactérienne. Il était sous ceftriaxone. On lui a aussi donné de l'azithromycine pour son activité anti-inflammatoire dans le cadre de la Covid. Il a reçu des stéroïdes IV, mais malheureusement, il n'y a pas eu d'amélioration. Et à J9, après le début des symptômes, il a commencé à devenir de plus en plus agité, de plus en plus inconfortable, avec de plus en plus de dyspnée, et ce, malgré l'oxygénothérapie. Initialement, ce patient était niveau de soins 3, c'est-à-dire juste traiter les conditions réversibles et ne pas faire de réanimation cardiovasculaire. Nous avons donc communiqué à la famille le désir, avec bien entendu une explication de son état, de passer plutôt à des soins de confort pour qu'au moins il puisse éventuellement mourir avec dignité et sans souffrance. La famille a accepté. Entre-temps, on a fait des FaceTime aussi avec la famille qui ont bien compris, juste avec le FaceTime, que malheureusement, ce monsieur était en train de mourir, mais pas d'une manière confortable, et qu'il fallait donc passer plutôt à des soins de confort. Initialement, il était naïf aux opioïdes, donc nous avons commencé à lui donner des injections de petites doses de morphine en sous-cutané aux 8 heures et avec des petites doses d'allopéridol à 0,5 mg en sous-cutané 2 fois par jour si besoin. Pour quelles raisons nous avons donné aussi aux 8 heures, que ce soit aux 8 heures ou aux 6 heures ou aux 4 heures, vous verrez ça plus loin, c'est aussi pour limiter les interactions entre les soignants et le patient. Le patient étant contagieux, les soignants étant obligés de s'habiller avec les moyens de protection pour éviter qu'il rentre dans la chambre toutes les heures au besoin, on a essayé d'être plus large et de donner ça plus espacé. Malheureusement, avec de la morphine aux 8 heures, le contrôle de la dyspnée n'était pas optimum. Et malheureusement, dans ce contexte particulier d'un service, je dirais, de médecine active, les soignants n'ayant été pas tellement formés aux soins de confort et à l'approche palliative, le lendemain, nous avons constaté en fait une contention physique. Tout ça parce que le patient enlevait son masque à oxygène, désaturé, était toujours agité et il commençait à enlever ses vêtements. Donc là, à ce moment-là, effectivement, nous avons discuté avec la famille et avec les soignants. Et d'ailleurs, c'est à ce moment-là que Marie-Laurence est venue aussi m'aider et a commencé à travailler avec les soignants sur justement que ce soit la contention, l'agitation et l'approche palliative. Donc, nous allons voir ça plus loin, puisque au 10e jour, le patient agité dyspnéique, ce malgré le traitement, nous avons mis une perfusion sous-cutanée de 96 ml de normal salé sur 24 heures, avec un débit à 4 cc/h, avec à l'intérieur 20 mg de morphine, 5 mg de midazolam et 3 mg d'allopéridol. Et là, le patient était plus confortable, parfois requérant quelques doses de morphine PRN parce que tachypnéique. Encore une fois,
Malheureusement, suite à quelques agitations, là, il y avait une réticence des soignants à donner de la morphine. Et là, je passe la parole à Marie-Laurence pour effectivement un peu expliquer et résumer la situation de ces 2 jours par rapport à ce patient. À toi, Marie. Oui, merci. Est-ce que ça fonctionne? Oui. Vous m'entendez? OK, parfait. Donc, oui, effectivement, là, les PRN, c'était quelque chose qui était parfois difficile sur les unités. Il y avait souvent la perception que quand le patient avait quelque chose de régulier, encore plus quand c'était une perfusion en continu, c'était pas nécessairement le réflexe d'aller donner des PRN là, pour compléter, puis selon les symptômes. Puis je veux faire attention parce que c'est une généralité. Je rapporte en général des difficultés qu'on a rencontrées avec les équipes, des inconforts ou tout ça sur les différents étages, mais j'ai vu d'autres choses aussi. J'ai vu des infirmières très à l'aise avec les PRN où je me proposais d'aider parce qu'un patient avait l'air inconfortable, puis je me faisais répondre, ah, j'ai déjà donné 3 PRN ce matin, j'allais appeler le médecin. Donc, je veux juste mettre en perspective, là, je vais souligner des difficultés qu'on a vues, mais j'ai vu les deux aussi. Donc, voilà. Mais en général, je peux dire que les PRN, c'était quelque chose de difficile. Ça prenait beaucoup d'encouragement pour que les infirmières, des fois, donnent les PRN. Il y avait comme une perception que le régulier était suffisant, des fois. Autre chose à tenir compte, c'est la culture un peu de soins aigus, soins curatifs. Il faut comprendre que les unités qui sont devenues COVID, c'était des unités de chirurgie, neurologie, de salle de réveil. Donc, les infirmières là-bas ont pris rapidement le flambeau, mais ce n'est pas nécessairement ce à quoi elles sont habituées puis pourquoi elles ont été formées non plus. C'est ça. Donc, la culture un peu d'évaluation des patients, c'est beaucoup basé sur les signes vitaux, par exemple. On remarquait que l'évaluation des patients, le confort est évalué en mesurant certains paramètres. Comme la dyspnée, par exemple, était souvent évaluée selon la saturation. Donc, si le patient saturait bien, c'était satisfaisant. Alors qu'il n'y avait pas vraiment de reconnaissance des fois des signes non-verbaux de souffrance, comme les grimaces, les membres tendus ou l'utilisation des muscles accessoires. Donc ça, parfois, c'était un défi. La culture de soins curatifs aussi causait une certaine détresse chez certains soignants par rapport à l'arrêt de traitement. Donc, quand un patient était admis, rapidement changé niveau 3 ou niveau 4 ou déclaré palliatif, où on arrêtait certains traitements, c'était perçu des fois quasiment comme une forme de discrimination là, selon l'âge de la personne et que si on avait pu envoyer aux soins intensifs, la personne aurait peut-être pu s'en remettre. Donc, il y avait une perception de comme si on abandonnait ces patients-là, on les laissait aller. Autre contrainte qu'on avait, qu'on perçoit, mais tout ça, c'est des choses qui existaient avant, mais c'est juste que la COVID et l'afflux massif de patients en fin de vie, ça a soulevé tout ça là, de façon plus évidente. Un manque de connaissances en général sur l'approche palliative, là, autant du côté des médical que soins infirmiers d'ailleurs. Une mauvaise connaissance parfois des doses de départ ou des symptômes fréquents en fin de vie. Aussi une impression de participer à une forme d'euthanasie. Quand on commençait une perfusion sous-cutanée continue, même si c'était une petite dose des fois, c'était perçu comme on part une infusion puis dans le but d'accélérer le décès. Autre chose à tenir compte, la rotation hebdomadaire des équipes médicales. Donc, normalement, les équipes médicales, là, les résidents, ça change aux 4 semaines. Dans le contexte COVID, sur les unités, ça changeait souvent à chaque semaine. Donc, d'une semaine à l'autre, le plan de soins pouvait changer. L'équipe médicale changeait complètement, des fois avec un médecin de soins pâles dans le groupe, des fois non. Donc, dépendamment de la spécialité des médecins qui étaient sur place, ça pouvait faire une grande différence dans l'approche et les traitements qui étaient décidés pour les patients.
Le plan de soins changeait souvent, c'était une difficulté additionnelle pour les soignants. Autre chose à considérer, au début, quand les unités sont devenues COVID, le personnel était très restreint. C'est-à-dire que les travailleurs sociaux, les ergos, les physios, les gens n'allaient plus là, sur les unités. Les techniciens qui livrent l'équipement, tout ça, c'était terminé. Donc, les seules personnes qui se retrouvent au front, c'est l'équipe médicale, les infirmières, les préposés. Donc, il y avait comme un isolement, là. C'était seulement elles là, qui se retrouvaient au front. Donc, c'était une difficulté supplémentaire, certainement. La réaffectation aussi du personnel soignant. Donc, non seulement le staff sur l'unité ne faisait plus les soins qu'il était habitué de donner, mais en plus, ce n'était pas nécessairement des gens qui étaient habitués de travailler sur ces unités-là, parce que les infirmières ont été mobilisées pour aller aider là où les besoins étaient les plus grands. Donc, il y a eu beaucoup de délestage. Certaines sont allées en soins longue durée. On a coupé du personnel sur certaines unités pour aller aider en COVID. Donc, ça pouvait être des infirmières qui ne travaillaient même pas sur ces unités-là normalement. Donc, n'importe qui a déjà changé de milieu là, peut s'imaginer à quel point c'est difficile d'arriver sur une unité. Non seulement ce n'est pas la population normale, mais ce n'est même pas des gens qui étaient habitués de travailler dans ce milieu-là. Là. Donc, clairement, une difficulté additionnelle. Toute cette culture-là aussi de soins curatifs, soins aigus a donné lieu à un peu le manque de connaissances et l'inconfort des fois par rapport aux médicaments utilisés en fin de vie, dont les opiacés pour la dyspnée ou la douleur. Ça a amené une espèce de combinaison de contention, oxygène, signes vitaux, je dirais. Puis ça pouvait être soit à la demande de l'équipe médicale qui voulait absolument maintenir l'oxygène pour le patient jusqu'à la fin, ou soit les infirmières qui percevaient de la détresse respiratoire ou de l'inconfort respiratoire qui évaluaient que c'est l'oxygène qui allait le plus aider le patient. Donc, parfois, les patients étaient souvent, on doit dire, là, les contentions au poignet, les contentions abdominales, c'est des choses qu'on a vues souvent là, pour maintenir l'oxygène en place. Ouais. Donc, voilà. Et puis, une dernière petite chose, les gens qui ne sont pas habitués de soigner des personnes en fin de vie, reconnaître les signes de fin de vie, ce n'est pas évident pour tout le monde. Donc, quelqu'un qui devient inconscient ou qui tranquillement s'en va vers la fin de vie, ce n'était pas toujours reconnu non plus. Donc, il y avait une perception, peut-être que ce serait réversible, peut-être que la personne va se réveiller, va aller mieux. Donc, en tout cas, tout ça, ça ajoute aux difficultés. Je ne prétends pas avoir tout couvert. C'est clair que les difficultés vécues ont été beaucoup plus grandes que ce que je résume ici, mais ça montre un peu le portrait là, de certains défis qu'on avait sur les unités COVID. Merci Marie-Laurence. Et effectivement, moi je rajouterais que cette expérience a montré aussi à quel point, quelque part, que ce soit aussi bien du côté médical que du côté paramédical, malheureusement, on est plus dans la culture du curatif et que quelque part, les soins palliatifs et d'accompagnement manquent énormément au niveau des soignants et au niveau aussi des médecins, parce qu'on a beaucoup plus une culture curative que palliative. Et systématiquement, on pense à palliatif avec un cancer avancé stade 4, alors qu'il y a d'autres pathologies aussi bien chroniques comme cette pandémie de Covid qui a besoin des services de soins palliatifs et d'une certaine expertise et d'une certaine formation aussi, aussi bien du personnel médical que paramédical. Pour en revenir à ce patient, ce cas clinique, donc au niveau de la perfusion, comme ce patient ne recevait pas les PRN de morphine comme il aurait dû recevoir, nous avons été obligés de réajuster la perfusion sous-cutanée et donc nous avons augmenté les doses de morphine. Nous sommes passés de 20 mg à 25 mg de morphine.
il me semble, de 5 mg de midazolam à 10 et de 3 mg d'allopéridol à 5. Et suite à cette perfusion, le patient était vraiment confortable et il est décédé au 13e jour après le début de ses symptômes. Toutes ces doses, que ce soit aussi bien les doses initiales de morphine comme la perfusion en continu, en fait, proviennent des recommandations de la Société européenne d'oncologie médicale, avec, pour notamment la dyspnée malgré l'oxygénothérapie. Donc, on utilise effectivement un papillon pour accéder à la voie sous-cutanée, avec la morphine de 2,5 à 5 mg en sous-cutané aux 4 heures, ou bien, si la personne est capable d'avaler, d'utiliser en fait des morphines de longue action de 10 à 20 mg per os aux 12 heures. Si vraiment cela n'est pas possible, on peut aussi utiliser le fentanyl transdermique en commençant avec des petites doses entre 6 à 12 microgrammes heure aux 3 jours, en sachant que quand on applique le fentanyl transdermique, son délai d'action est entre 10 à 12 heures. Donc il faut continuer pendant 10 à 12 heures les morphiniques classiques et arrêter après 12 heures, seulement après 12 heures. Si, toujours selon les recommandations de la Société européenne, si il y a une crise de détresse respiratoire, on peut donner de la morphine 2 à 5 mg en sous-cutané aux 20 minutes si besoin. Et si le patient est déjà sous opioïdes, on augmente la dose quotidienne de 25%. On peut ajouter du midazolam avec la morphine en sous-cutané aux 4 heures si le patient est anxieux ou agité. Et si le patient était sous fentanyl transdermique, on augmente la dose à 25 microgrammes par heure. Si tout ceci est malheureusement inefficace, c'est à ce moment-là qu'on commence une perfusion sous-cutanée de morphine avec 50 mg dans 100 ml de sérum physiologique et on débute la perfusion à une dose de 1 mg par heure et on augmente de 0,5 mg toutes les 4 heures. On peut ajouter 25 mg de midazolam s'il y a de l'agitation ou de l'anxiété et éventuellement aussi 1,5 mg d'allopéridol si la personne est en délire terminal. À noter aussi, et il faut y penser systématiquement devant toute personne âgée et surtout des personnes âgées qui ont des troubles cognitifs, il faut essayer de voir les causes d'agitation de type rétention aiguë d'urine, fécalome et déshydratation. Parce qu'on ne va pas s'amuser à donner de l'allopéridol, du midazolam, parce que la personne est agitée alors qu'elle est en rétention aiguë d'urine et qu'il faudrait juste mettre une sonde urinaire pour la soulager et pas besoin d'utiliser à ce moment-là de médicaments. Un autre problème aussi chez les patients provenant des CHSLD qui ont souvent des troubles cognitifs, ils sont peu ou non communicants. Et pour ça, et cela fait partie aussi de la formation des soignants et des médecins, il y a quelques échelles de la douleur qui existent. J'en ai retenu une qui est vraiment très simple, très utile pour les soignants comme pour les médecins. C'est la fameuse échelle Algo+, avec 5 critères. Il suffit d'observer le visage, le regard, les plaintes, le corps, les comportements. C'est tout simple. S'il y a un froncement des sourcils, des grimaces, s'il y a un regard fixe, lointain, suppliant, si la personne pleure, s'il y a des plaintes, s'il y a des gémissements, s'il y a un retrait ou une opposition, un refus de mobilisation au niveau corporel, s'il y a une agitation, un agrippement. En fait, c'est oui ou non. Et si on a un score de 2 ou plus, cela veut dire qu'il y a de la douleur. Et à ce moment-là, il faut vraiment prendre en charge avec cette échelle la douleur en mettant en place des médicaments antalgiques. Concernant l'agitation,
Là, je vous ai mis une étude qui date de 2017 du docteur Hull, qui est une étude randomisée, une étude clinique randomisée, avec deux groupes. Un groupe avec du lorazépam et de l'halopéridol, et l'autre groupe uniquement l'halopéridol seul, chez des patients qui sont agités, et on constate une diminution significative beaucoup plus importante de l'agitation dans les 8 heures après administration, dans le groupe en fait benzo plus antipsychotique que dans le groupe antipsychotique seul. Donc en fait, ajouter une benzodiazépine à un antipsychotique est très bénéfique, et les benzodiazépines sont donc les médicaments de base pour le traitement de l'agitation. À noter aussi qu'il faut se méfier de l'effet paradoxal des benzodiazépines. Donc, c'est vrai que ce petit cocktail, excusez-moi l'expression, benzo plus antipsychotique est un bon cocktail, parce que si toutefois il y avait la réaction paradoxale des benzos, l'antipsychotique va permettre de contrecarrer cet effet paradoxal. Je vous ai mis et rappelé juste quelques dosages habituels justement des antipsychotiques avec des neuroleptiques traditionnels. Vous avez l'halopéridol, donc on utilise ça de 0,5 à 5 mg 2 à 3 fois par jour, que ce soit péros, sous-cutané ou IV. On peut utiliser aussi le méthotriméprazine ou le nosinant de 6,25 à 25 mg par jour, l'aloxapine. Vous avez aussi les neuroleptiques atypiques, que ce soit l'olanzapine, risperidone, kétapine. Vous avez les dosages aussi. Et les benzos, on a deux benzos, le midazolam, qu'on utilise régulièrement en soins palliatifs parce que son action est de courte durée, et le lorazépam qui a une action beaucoup plus longue. Donc, en conclusion, et là je vais repasser la parole après à Marie-Laurence, effectivement, suite à cette expérience, un défaut cruel, je dirais un défaut cruel de connaissance, de formation, aussi bien auprès des soignants, que ce soit des médecins, des infirmières, des aides-soignantes, il y avait vraiment un défaut au niveau de l'approche palliative, aussi bien pour le contrôle des symptômes que pour l'accompagnement de fin de vie. Et donc, effectivement, nous avons aussi un rôle tutorial d'accompagner, de former sur le terrain et en théorie. Et d'ailleurs, à ce propos, je vais repasser la parole à Marie-Laurence concernant ce sujet-là. Oui, merci. Oui, effectivement, accompagner les soignants, là, ça a été une demande qui a été faite après quelques semaines là, de COVID intense. Les infirmières, je parle surtout pour les infirmières parce que c'est avec elles que j'ai le plus parlé, beaucoup de détresse. C'est pas leur... même si parfois elles soignaient des personnes en fin de vie sur leurs unités, là, d'avoir cet afflux massif, emballer 2, 3, 4 corps dans un corps de travail, c'était quelque chose pour elles. Donc, j'ai été invitée là, à aller les rencontrer un peu sur chaque corps de travail. Pas tout le monde, bien sûr, mais sur quelques unités, où on a pu discuter un petit peu puis voir un peu c'était quoi la détresse était liée surtout à quoi. Une des choses qui a été importante de faire, je pense, ça a été de recadrer la perception, là, changer cette perception de quand je commence une perfusion sous-cutanée, je participe à une forme d'euthanasie. Donc, vraiment, là, d'y aller avec les faits, les données, une perfusion avec 10 mg de morphine en 24 heures, c'est l'équivalent de donner 1,6 mg en régulier aux 4 heures. Donc, ce n'est pas une dose létale pour quelqu'un qui a de la dyspnée ou de la douleur. Donc, juste de discuter de ça et de regarder les faits, ça a été rassurant pour eux de recadrer puis de dire, OK, c'est vrai, ça peut-être pas, c'est peut-être pas ça qui a contribué à causer le décès du patient.
Oui, je me permets de te couper, Oui, Marie-Laurence. Je rajouterai aussi que il faut aussi dédramatiser l'utilisation de la morphine. Hein. Je mettrais même ça en deux mots, morphine, parce que beaucoup d'infirmières et beaucoup même de médecins voient la morphine comme, bah, ça y est, on utilise la morphine pour une phase terminale, pour la fin de vie, alors que je suis urgentologue au départ de formation. Quand aux urgences, il y a une fracture ouverte qui arrive chez un jeune adulte, on utilise de la morphine en titration, que ce soit en fait au niveau des niveaux de soins d'intervention de réanimation. Ce n'est pas parce qu'on est niveau de soins 1 et qu'on peut faire de la réanimation cardio-respiratoire qu'on ne doit pas utiliser la morphine. Et je pense qu'il y a aussi un tabou, mais ça, je pense que c'est partout, un peu partout dans le monde. Je suis européen de formation et de souche. J'avais exactement les mêmes problèmes en France. Il y a beaucoup de soignants et de médecins qui ont peur d'utiliser de la morphine parce que c'est tout de suite, oh, il va y avoir une dépression respiratoire, oh, on fait de l'euthanasie, alors que utiliser de la morphine aux doses adéquates, ça n'est que mieux prendre en charge la douleur, les symptômes et soulager la personne, quel que soit son niveau de soins d'intervention. Voilà. oui, c'est effectivement ce qu'on discutait. Puis d'ailleurs, plusieurs d'entre eux avaient comme spécialité la chirurgie. Donc, on parle de gens qui sont habitués de donner des opiacés là, en post-op et tout ça. Donc, oui, de remettre en perspective puis de faire l'enseignement aussi qui va avec parce que effectivement, les opiacés pour traiter la dyspnée, c'est pas quelque chose qui est bien connu. Puis les infirmières en soins aigus sont formées beaucoup pour le monitoring des opiacés, donc les effets secondaires possibles, s'assurer qu'on surveille le patient. Donc ça, c'est des protocoles qui sont partout, mais par contre, il n'y a pas l'équivalent en termes de formation sur la dyspnée, les soins de fin de vie. Donc, je pense que c'est en train de changer un petit peu, mais oui, ça a été l'occasion de parler de tout ça avec elle. Autre chose, je pense que les infirmières se sentaient souvent dépassées par les événements, parfois inadéquats, pas formées, qui se ramassaient à faire des soins de fin de vie alors qu'elles n'avaient pas de soutien ni de formation là-dedans. Et puis, une chose que j'ai voulu souligner avec elle aussi, c'est à quel point c'est extraordinaire tout ce qu'elle faisait pour les patients en fin de vie. Puis de comprendre que les patients mouraient bien avant le COVID. La mort, ça fait partie de la vie. Puis en CHSLD, les gens meurent régulièrement aussi, pas autant, mais je veux dire, le fait qu'ils viennent ici à l'hôpital puis qu'ils mourraient ici, en tout cas, pour moi, c'est important de souligner tout ce qu'elle faisait de bien, puis de tenir le iPad pour qu'une famille puisse dire au revoir. C'est peut-être pas confortable pour eux, puis peut-être qu'ils sentent que c'était pas suffisant, mais c'est toute la différence du monde, en fait. Puis ça fait en sorte que les familles vont peut-être pouvoir faire un deuil un petit peu plus normal, là, si elles ont pu dire au revoir à leur famille. Donc, de recadrer aussi leur perception de c'est pas bon ce qu'on a fait, puis on n'y arrivait pas, puis ils sont morts en souffrance, puis de plutôt refléter non, non, vous avez fait beaucoup pour ces gens-là, puis c'est extraordinaire d'avoir comme ça pris le flambeau, puis avec beaucoup de courage. Donc, ça, c'était une chose qui, pour moi, est importante de leur refléter parce que c'était pas perçu comme ça. Alors que moi, ce que je voyais, c'était des soins, pas toujours parfaits en termes de connaissances, soins pâles, mais extraordinaires sur le plan humain, vraiment. Puis aussi médical, là, souvent. Là. Donc, c'est ça. Le fait d'avoir un accompagnement sur le terrain, je pense que ça fait vraiment une grande différence. Les infirmières, quand il y avait un médecin de soins pâles, par exemple, Dr Michel, qui passait la semaine sur l'unité, ça faisait toute la différence du monde. Là. Ça les rassurait, ils comprenaient ce qu'ils faisaient. Donc, d'avoir quelqu'un sur place. Donc, après, quand moi, j'ai décidé de passer du temps aussi sur les unités sans attendre d'être appelée. Parce que les soins palliatifs, le problème avec les soins PAS, c'est qu'on n'a pas de connaissances en soins palliatifs, on n'est pas capable d'identifier là où on en aurait besoin.
Donc, d'être sur place, de faire des tournées, d'identifier les patients qui ont l'air inconfortables, discuter avec l'équipe, être là, je pense que ça faisait une belle différence. Aussi, ce qu'on a fait, on a développé aussi des protocoles là, pour essayer de guider un peu les équipes dans des doses de départ là, pour les symptômes en fin de vie, la dyspnée, la détresse respiratoire. Donc, c'est sûr, ça reste des protocoles, c'est pas suffisant, mais ça a apporté au moins un petit soutien technique. On a aussi mis sur pied rapidement une équipe de consultation CIUS pour que les gens en soins de longue durée puissent rejoindre 24/7 médecins, infirmières de soins palliatifs s'il y en avait besoin. On n'a pas eu beaucoup d'appels parce que pour toutes sortes de raisons, mais on en a eu quelques-uns, mais pour nous, c'est important d'au moins se rendre disponible là, par téléphone pour pouvoir aider et guider aux besoins. Et puis, en terminant, ben, sur une note positive, maintenant, dans l'orientation générale des nouvelles infirmières, il y a une petite section sur soins palliatifs, soins de fin de vie, puis une section sur le soulagement de la douleur là, qui n'était pas là avant. Donc, je pense que ça l'a apporté du positif dans le sens que ça l'a peut-être remis un peu sur... ça fait ressortir les besoins de soins palliatifs qu'on avait déjà avant. C'est les mêmes problématiques qu'avant, mais c'est juste que là, ça l'a rendu plus évident pour tout le monde, puis ça l'a vraiment soulevé les besoins. Donc, voilà. Merci beaucoup à vous deux. Avant de passer à la période des questions, je remercie tout d'abord la correction qu'une personne m'a envoyée tantôt. En fait, effectivement, j'ai parlé de centres hospitaliers de longue durée. Ce ne sont pas des centres hospitaliers, ce sont des centres d'hébergement. Alors, ce qui est important de se souvenir, ce sont des milieux de vie. Et je pense que l'expérience qui nous a été présentée cet après-midi, c'est hospitalo-centré, bien sûr, parce que l'expérience du docteur Michel puis de Marie-Laurence Fortin, bien entendu, s'est forgée avec un engagement dans un hôpital rouge, si vous voulez. Mais permettez-moi quelques petits commentaires. La première chose, je pense que ce qui est important de reconnaître, et surtout dans les milieux, les CHSLD, les centres d'hébergement, où on a vu des équipes décimées, des équipes en manque d'effectifs, des équipes qui étaient en souffrance. Ce qu'il faut éviter, c'est de se retrouver à donner des doses aux heures de PRN, de calculer même le recours des fois à des pompes cutanées qui sonnent constamment dans un milieu où on a de la difficulté à revenir. C'est peut-être les suggestions que Philippe donnait et que l'European Society of Medical Oncology font. D'utiliser, par exemple, une petite dose de morphine à longue action le matin et le soir chez les gens qui sont capables d'avaler, ou encore chez les gens qui sont incapables d'avaler, plutôt que de faire du sous-cutané en continu, d'utiliser un thème cutané. Alors, ce qu'on se souvient, c'est que le thème cutané, comme Philippe l'a mentionné, les premiers 12 heures environ fonctionnent très... il faut qu'ils chargent, mais ça, c'est pour le premier thème. Par la suite, lorsqu'on les remplace aux 2 jours ou aux 3 jours, à ce moment-là, il n'y a pas ce problème-là. On peut commencer avec 6 microgrammes, par exemple. Alors, on peut mettre un tégaderme, mettre la moitié du thème sur la peau, la moitié sur le tégaderme, et ça va fonctionner. Donc, il y a des moyens parce que c'est impossible d'avoir, même dans un centre hospitalier, d'entrer dans la chambre, de revêtir la blouse, les masques, la visière, les gants, ça prend du temps et je pense qu'il faut éviter ces gestes-là. Alors, le docteur Geneviève Lalumière me fait un commentaire. Le trouble avec le... Je ne vois pas votre commentaire. Il y a un... Je ne sais pas ce que... Si vous voulez me remettre le commentaire, s'il vous plaît. Le problème avec nos écrans, c'est qu'ils sont fractionnés. Alors, c'est difficile de ce côté-là. Est-ce que vous m'entendez toujours? Oui. Oui, docteur Lapointe. La question du médecin, c'était à propos de l'adhésion du timbre. Quand les patients ont beaucoup de fièvre, des fois, le timbre n'adhère pas bien.
Et Oui. j'ajouterais que la fièvre pourrait modifier l'absorption aussi. Bon, au niveau de l'absorption, c'est moins problématique parce que moi, je vais utiliser le Tang même avec des gens qui avaient là, des infections importantes. Lorsque les gens suent beaucoup, alors là, ça peut être un problème. Puis il faut recouvrir. Souvent, avec un Tegaderm, on va assurer. Ça va être mieux. Puis on peut choisir. Il y a des zones sur le corps où on sue moins. Il y a moins de sudation, c'est moins. Alors à ce moment-là, on peut faire adhérer. Si le thème n'est pas possible, ce n'est pas la seule solution. On peut toujours mettre un sous-cutané, mais encore une fois, avoir une pompe à infusion, ça peut poser des problèmes. Puis il faut mesurer, puis il faut vérifier Alors, je pense que selon le milieu, à la maison, le thème, parce qu'il y a des gens qui ont le COVID à domicile, puis qui sont soignés à domicile. À ce moment-là, généralement, ils peuvent avaler alors, les petites doses de morphine à longue action. C'est un peu ce que je voulais souligner. Bien sûr, avec tous les commentaires de Marie-Laurence sur le besoin d'accompagnement des soignants, le besoin de soutien, puis aussi le besoin d'explication. Pourquoi on fait des gestes? Parce que très souvent, on prescrit des choses, on n'explique pas pourquoi on les prescrit. Est-ce qu'il y a des questions? Je me demandais, Marie-Laurence, soit tu as quand même une expérience, une connaissance des milieux de centres d'hébergement. Est-ce qu'il y a des commentaires spécifiques que tu pourrais faire, et particulièrement par rapport à la situation, là? On est passé d'hébergement, donc centre de vie, de milieu de vie, à presque des conditions d'unité COVID dans un hôpital. Oui, oui. Excessivement difficile. Ça variait beaucoup d'un centre à l'autre. Puis même d'une semaine à l'autre dans un centre, ça pouvait se passer très bien, puis après ça, très mal. Le manque de personnel est tellement extrême que c'est même pas une question de donner les PRN, là. C'est une question d'être capable de se rendre dans la chambre au moins une fois dans le cadre de travail. Donc, c'est à ce point-là difficile. J'ai entendu de collègues que certains ont trouvé comme solution que partir une perfusion sous-cutanée en continu, c'était le mieux. En trouvant des pompes, ça fonctionnait. D'autres commentaires que j'ai eus, au début, on avait partagé, je pense, nos protocoles de détresse. Puis, il y avait des doses pour détresse majeure en fin de vie. Des doses importantes, là. Donc, ça prenait certains critères. Mais pour les patients qui n'étaient pas en détresse majeure, il y avait un peu rien, là. Les gens ne savaient pas quoi donner, une petite dose de Versed ou une petite dose de quelque chose d'autre. Donc, ça, c'était une difficulté là, pour les symptômes fréquents en fin de vie. J'ai eu un courriel cette semaine. Là, je pense que quelqu'un dans un CHSLD aimerait avoir une façon de prescrire des perfusions en continu. Je pense qu'ils ont eu se sont débrouillés pour avoir plus de pompes, si je comprends bien. Donc, ce serait une façon là, pour eux de commencer quelque chose qui pourrait être utile. OK. Un très bon commentaire. Il y a quelqu'un qui nous suggère que le Drysol, D-R-Y-S-O-L, aide pour l'hyperhydrose. Donc, c'est un anti-sudorifique et que ça aide pour bloquer la sudation et qu'on pourrait utiliser sous le thème cutané. Il y a une question, est-ce que vous partagez les protocoles qui ont été développés? Je pense que je vais vous donner quelques sources. On a cité l'ESMO, European Society of Medical Oncology. Ce sont des protocoles et des suggestions spécifiques au COVID qui ont été publiés donc par ce groupe-là. Malheureusement, ils sont qu'en anglais. Sinon, il y a de très bons protocoles qui ont été publiés en français par plusieurs organismes. Moi, je trouve que la Société française d'accompagnement et de soins palliatifs, là, la SFAP, a développé de bonnes ressources. Philippe, est-ce que tu as d'autres ressources en français où Marie-Laurence a suggéré?
Non, moi je suis aussi, je suis francophone et français, donc c'est vrai que l'AFSAP a de très bons protocoles parce qu'en France, ils ont été aussi confrontés, comme nous ici, dans ce qu'ils appellent les maisons de retraite, où effectivement, pour éviter un afflux massif de patients, il y a beaucoup d'équipes mobiles de soins palliatifs qui sont rentrées sur les maisons de retraite avec effectivement des protocoles mis en place par la Société française d'accompagnement et de soins palliatifs. Donc tout ça, c'est en ligne directement et vous pouvez les télécharger, il n'y a aucun problème. Est-ce qu'il y a des... Pour ce qui est de nos protocoles, pour ce qui est de nos protocoles qu'on a développés à l'interne dans notre CIE, je ne sais pas, est-ce qu'on aurait le droit de partager? Peut-être que oui. Moi, j'aurais tendance à dire oui. Si ça peut aider des gens, pourquoi pas? Oui, puis j'ai vu passer une autre question. Est-ce qu'il y a des gens qui sont retournés en CHSLD après leur séjour à l'hôpital? La réponse est oui. Il y en a qui ont passé à travers, qui sont retournés dans leur CHSLD, absolument. Et je voudrais rajouter une chose aussi, parce que j'ai quand même fait 3 semaines à différents moments dans les étages Covid, et malheureusement, les patients qui arrivaient aux urgences et qui étaient admis dans les étages Covid, ils avaient de la fièvre et surtout, ils étaient surtout déshydratés. On se retrouvait avec des hypernatrémies à 170 et tout ça parce que malheureusement, il y a eu un défaut de personnel soignant dans les milieux de vie suite à cette pandémie. Donc non seulement il y avait effectivement l'infection virale, mais surtout avec la fièvre et avec le manque de personnel, on s'est retrouvé avec des personnes qui étaient déshydratées et puis dénutries. Et avec la fragilité dont je vous parlais au départ, c'est clair que malheureusement, ces personnes-là se retrouvaient rapidement sur des soins de fin de vie. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Il y a eu un commentaire intéressant en disant que finalement, de quelqu'un qui fait de l'enseignement puis de la transmission de connaissances, qui travaille, je présume, en soins palliatifs et qui a fait de la transmission de connaissances, il est certain que toutes les équipes de soins apprécient la transmission des connaissances puis l'accompagnement par des gens qui, soit au niveau infirmier ou soit au niveau médical, ont une expérience qui peut être partagée parce que souvent les gens sont interrogés par ce qu'ils doivent vivre et parce que et par toutes ces questions-là qui sont souvent toutes neuves pour ces personnes-là. Alors, il nous reste très peu de temps. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Ben, sinon, il va me rester qu'à remercier nos deux conférenciers, le Dr. Philippe Michel et Mme Marie-Laurence Fortin. J'ai travaillé avec vous depuis des années. Je connais votre qualité de soignant et je suis très, très heureux que vous ayez accepté l'invitation de Pallium aujourd'hui. Merci à Pallium aussi d'organiser ce webinaire-là en français. Je pense que c'est important, c'est un très beau geste et je pense que c'est apprécié. Alors, je vous remercie beaucoup tous. Je vais laisser la parole à Jeff Mote pour terminer la session de cet après-midi. Merci Bernard. Et au nom du Pallium Canada, je tiens à remercier notre modérateur et les panélistes pour le temps qu'ils ont investi dans la réalisation de ce webinaire et pour le riche dialogue qui s'en suivi. Nous vous sommes très reconnaissants pour le contenu que vous nous avez communiqué aujourd'hui. Un grand merci à vous tous, nos participants, d'avoir pris le temps d'assister à ce webinaire. J'espère que vous l'avez trouvé utile.
Nous sommes heureux de produire d'autres webinaires en français pour soutenir les travailleurs de la santé qui continuent à diriger la réponse à la COVID. Ce webinaire sera téléchargé sur le site web de Pallium dans les prochaines 24 heures. À l'issue de ce webinaire, vous recevrez un courriel avec un lien pour nous faire part de vos commentaires sur la session d'aujourd'hui. Je vous encourage tous à y répondre afin que nous puissions améliorer ces webinaires à l'avenir. Je vous remercie. Passez une bonne fin de journée et prenez soin de vous. Merci.